Aujourd'hui, nous allons parler d'un virus extrêmement populaire dont chacun d'entre nous avons déjà côtoyé. Il s'agit du virus de l'influenza. Voici les termes qui seront abordés lors de cette présentation. Une petite description et définition, l'incidence et prévalence, les facteurs de risque, les déterminants de santé qui influencent et impactent l'influenza, les manifestations cliniques, les impacts sur la santé physique, psychologique et sociale, les complications possibles, les moyens de promotion et prévention existants, le dépistage, le traitement, le rôle de l'infirmière et les formations disponibles pour les professionnels en soins. L'influenza, plus communément appelée la grippe, est causée par un virus qui se propage chaque année partout dans le monde. Le virus de l'influenza A et B sont les principaux virus de la grippe qui sont responsables des épidémies. Au Québec, elle fait apparition plus particulièrement vers la fin de l'automne et le début du printemps. Une personne peut être contagieuse une journée avant que les symptômes apparaissent et rester contagieuse pour environ 8 jours et même parfois un peu plus longtemps. L'influenza se transmet principalement de 3 façons. D'abord par gouttelettes, donc lorsqu'une personne éternue, tousse, parle ou même respire, elle libère dans l'air des petites gouttelettes qui peuvent contenir le virus. Ces gouttelettes peuvent alors être inhalées par les personnes à proximité. Ensuite, il y a la transmission par contact direct. Par exemple, lorsqu'on serre la main d'une personne contagieuse, qu'on lui fait un câlin ou un bisou, le virus peut facilement se transmettre d'une personne à l'autre. Finalement, le virus peut aussi se propager par contact indirect. Ça arrive lorsqu'on touche une surface contaminée, comme une poignée de porte ou un téléphone, puis on porte nos mains à notre bouche, notre nez ou nos yeux. Il faut savoir que le virus peut survivre plusieurs heures sur une surface dure, ce qui augmente le risque de contamination. Les facteurs de risque. Certaines personnes sont plus à risque de développer les complications si elles attrapent l'influenza. Parmi elles, on retrouve les adultes de 65 ans et plus, ainsi que les enfants de 5 ans et moins. Les femmes enceintes font aussi partie des groupes vulnérables. Les personnes qui vivent avec une maladie chronique sont également à risque. On parle ici, par exemple, des maladies pulmonaires comme l'asthme ou des maladies pulmonaires obstructives, MPOC, des maladies cardiaques, d'insuffisance rénale, de diabète, de cancer, surtout si la personne a un traitement ou encore d'obésité morbide. Finalement, les personnes immunodéprimées, comme celles vivant avec le VIH, ayant reçu une greffe d'organes et aussi une chimiothérapie, sont aussi très vulnérables aux complications liées à la grippe. Les déterminants de santé jouent un rôle important dans l'impact que peut avoir l'influenza sur une personne. D'abord, il y a le revenu. Une personne qui vit dans la pauvreté peut avoir plus de difficultés à bien s'alimenter, à se loger adéquatement ou à consulter un professionnel de la santé. Tous ces déterminants fragilisent la santé en général, ce qui peut aggraver les conséquences d'une grippe. Ensuite, il y a aussi l'éducation et l'alphabétisme qui entrent aussi en ligne de compte. Un faible niveau d'éducation peut empêcher quelqu'un de bien comprendre les moyens de prévention ou les gestes à poser lorsqu'on est malade. Les habitudes de vie ont également un impact. Par exemple, la consommation de drogue, d'alcool, de tabac, le manque d'exercice physique ou une mauvaise hygiène, comme pas bien se laver les mains, peuvent affaiblir le système immunitaire et augmenter les risques de contracter le virus. Il y a aussi les prédispositions génétiques et biologiques. Certaines personnes sont naturellement plus vulnérables à l'influenza. Cela inclut les adultes de 65 ans et plus, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques comme l'asthme, le diabète, les maladies cardiaques ou rénales, ainsi que celles qui sont immunodéprimées. Enfin, l'accessibilité aux soins de santé est un facteur clé. Parfois, ce n'est pas la volonté qui manque, mais plutôt la capacité. Par exemple, une personne qui vit dans une région éloignée, qui est isolée socialement ou qui a de la difficulté à se déplacer, pourrait ne pas avoir facilement accès à un vaccin ou un professionnel de la santé. Les manifestations cliniques. Les symptômes de la grippe peuvent varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont à peine ressentir de l'inconfort, alors que d'autres peuvent être très malades. Parmi les manifestations les plus fréquentes, on retrouve une fièvre souvent élevée, une toux soudaine, un mal de gorge, une fatigue intense, parfois écrasante, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête, une congestion ou un écoulement nasal. Chez les enfants, il peut aussi y avoir des nausées, des vomissements ou de la diarrhée. Bref, la grippe peut vraiment affecter le quotidien et dans certains cas devenir plus sérieuse, surtout pour des personnes plus vulnérables. Je vais commencer par définir ce que c'est l'épidémiologie.
Puis ensuite, j'ai distingué la prévalence de l'incidence et le pourcentage de positivité, qui sont 3 mesures différentes utilisées en épidémiologie. Ces outils visent à aider les professionnels de la santé publique à prendre des décisions concernant les interventions, la répartition des ressources, l'élaboration des politiques de santé et la prévention des besoins en soins de santé. Donc, pour commencer, l'épidémiologie, c'est la science qui étudie comment les maladies apparaissent, se propagent et touchent les gens dans une population. Elle cherche à comprendre qui tombe malade, pourquoi, où, quand et comment, afin de mieux prévenir et contrôler les maladies. L'incidence est le nombre de nouveaux cas survenant pendant une période donnée. Elle nous informe sur la vitesse de transmission de la maladie et permet de suivre les épidémies. Elle peut donner une idée du risque de contracter la maladie, des politiques de prévention et de l'évaluation des interventions. Une diminution de l'incidence de la maladie après la vaccination, par exemple, est un indicateur de l'efficacité d'une intervention. Donc ici, on peut voir le calcul pour l'incidence. Donc le nombre de nouveaux cas sur la population à risque multiplié par 100 000. La prévalence nous renseigne sur le nombre de personnes touchées par une maladie à un moment donné. Le résultat de la prévalence est sous forme de proportion en pourcentage la plupart du temps. Elle est influencée par l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas, la durée de la maladie et décès. Ces résultats nous donnent un aperçu de la gravité et de la durée de la maladie. Elles sont donc plus utiles, par exemple, pour la planification des stocks de médicaments. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et Santé Canada utilisent surtout le pourcentage de positivité dans leurs données et graphiques concernant l'influenza, car il s'agit d'un indicateur plus précis que les calculs de prévalence et incidence. La formule correspond au nombre de tests positifs divisé par le nombre total de tests multiplié par 100. Il indique la tendance ou les fluctuations des cas testés, ce qui est comparé à chaque semaine le jeudi. Nous aborderons ici les dernières statistiques sur le pourcentage de positivité des cas de la grippe A et B au Québec. Ces statistiques proviennent du gouvernement du Québec et sont mises à jour chaque semaine. Les données sont recueillies à partir des tests effectués dans les laboratoires, surtout au Québec, et sont très détaillées grâce au système de surveillance et de détection des virus respiratoires. Selon ce tableau produit par l'Institut national de santé publique, l'outil statistique utilisé est le pourcentage de positivité. Si on compare la 17e semaine de 2024 à la 17e semaine de 2025, il y a une augmentation de nombre de cas, c'est-à-dire 7,3% pour 2024 de positivité et pour 2025, 8,6% de positivité. Pour ce faire, en 2024, ils ont testé 8 597 personnes, tandis qu'en 2025, ils ont testé 9 295 personnes. Un rapport du 11 février 2025 sur CTV News indique que cette année 2025 a enregistré le plus grand nombre de cas de grippe au cours des 10 dernières années. Le Dr Vin a déclaré qu'environ 40% seulement des personnes étant vaccinées et que le taux de positivité était de 32%. Selon l'OMS, l'influenza touche 5 à 10% des adultes et jusqu'à 30% des enfants. Ça l'entraîne 290 000 à 650 000 décès par année et c'est principalement dû à des complications respiratoires. Au Canada, en moyenne, il y a 12 000 hospitalisations et 3 500 décès. Au niveau psychologique, attraper la grippe peut affecter le moral. La fatigue peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui peut entraîner une baisse de motivation et une sensation de mal-être. Certaines personnes peuvent aussi ressentir un stress ou anxiété, surtout si ont peur de transmettre le virus à un proche fragile. L'isolement pendant la maladie peut aussi renforcer un sentiment de solitude, surtout en période hivernale, qui est déjà difficile pour plusieurs sur le plan mental. Pour les impacts sur le plan physique, ça ressemble beaucoup aux manifestations cliniques, donc je vais répéter, c'est fièvre, toux soudain, mal de gorge, fatigue intense, douleur musculaire articulaire, céphalée, congestion et écoulement nasal, surtout chez les enfants, ça peut causer des nausées, vomissements ou diarrhée. Finalement, l'influenza a aussi un impact social. Par exemple, elle force souvent les gens à s'absenter au travail ou à l'école, ce qui peut causer des pertes économiques ou des retards.
Les contacts sociaux sont souvent réduits pour éviter la propagation du virus et cela peut peser sur les relations personnelles. En plus, pendant les épidémies, les hôpitaux et les cliniques peuvent être surchargés, ce qui complique l'accès aux soins pour tout le monde. Comme l'asthme, les maladies pulmonaires obstructives, des maladies cardiaques, l'insuffisance rénale ou encore le diabète. D'autres complications possibles incluent une pneumonie, une insuffisance respiratoire, une sinusite, des otites, une déshydratation sévère et malheureusement dans certains cas, la mort, surtout chez les personnes âgées ou immunodéprimées. Au Québec, en moyenne, on enregistre chaque année environ 6 000 hospitalisations et 400 décès liés à la grippe. Parmi ces décès, 92% viennent chez des personnes qui souffrent de maladies chroniques et 88% chez des personnes âgées de 75 ans et plus. On aborde alors 4 grands thèmes: la vaccination antigrippale, les mesures d'hygiène, le port du masque et l'isolement. Pour la vaccination antigrippale, il est recommandé de se faire vacciner chaque année à partir de l'âge de 6 mois. C'est particulièrement important pour les personnes à risque de complications. Pour les mesures d'hygiène, le lavage des mains avec de l'eau et du savon est essentiel. Quand c'est pas possible, on peut utiliser du désinfectant à base d'alcool. Il faut aussi éviter de se toucher le visage, surtout les yeux et la bouche et le nez. Pour le port du masque protecteur est recommandé dans les lieux publics si on est malade ou si on présente des facteurs de risque. Et finalement, pour l'isolement, si on est contaminé, on doit éviter de sortir de chez soi pour protéger les autres et limiter la transmission. Recommandé quand une personne a des symptômes grippaux et qu'elle fait partie de certains groupes à risque. Par exemple, le test est recommandé pour des personnes de 75 ans et plus, certains qui ont une maladie chronique ou une condition nécessitant un suivi médical régulier, comme une maladie cardiaque, pulmonaire, rénale, hépatique, hématologique, neurologique ou encore un cancer. Les enfants ou adolescents de moins de 18 ans qui prennent de l'acide acétylacélique sur une longue période. Les personnes qui vivent en CHSLD ou une résidence pour personnes aînées. Les femmes enceintes de 13 semaines et plus, les personnes immunosupprimées, les gens atteints d'une maladie pulmonaire sévère ou encore les personnes qui vivent sous le même toit qu'une personne à risque. Si le test est positif et que la personne fait partie d'un groupe à risque, un traitement antiviral peut être prescrit. Ce traitement peut réduire la gravité des symptômes, mais il est plus efficace s'il est commencé dans les 48 heures suivant l'apparition des symptômes. Pour une personne en bonne santé, la grippe se guérit généralement en 5 à 8 jours. Cependant, la fatigue et la toux peuvent persister pendant 3 semaines, voire un peu plus. C'est important de consulter un professionnel de la santé si la fièvre ne baisse pas et s'il y a des difficultés respiratoires. En ce qui concerne les médicaments, quand il n'y a pas de facteur de risque ou complications, la grippe ne nécessite pas forcément de traitement spécifique. La seule médication recommandée sert à soulager la douleur et la fièvre. Donc, ça serait de l'acétaminophène ou l'ibuprofène qui sont vendus sans ordonnance. Pour les personnes à risque de complications, des médicaments antiviraux peuvent être prescrits, comme par exemple l'oseltamivir, dont la version originale s'appelle Tamiflu. Ces médicaments peuvent être donnés par un médecin, un pharmacien ou une infirmière praticienne spécialisée. Leur but est de soulager les douleurs de la grippe et réduire la durée et la gravité de la maladie. Il est important de commencer ce traitement dans les 48 heures suivant l'apparition des symptômes pour qu'il soit efficace. S'agissant du rôle de l'infirmière, nous pouvons énumérer 4 rôles majeurs: prévention et sensibilisation, surveillance et soins, soutien psychosocial, collaboration interprofessionnelle. Pour la prévention et sensibilisation, il faut d'abord promouvoir la vaccination contre la grippe en mettant l'accent surtout sur les populations à risque. Ensuite, on informe le patient et sa famille sur les modes de transmission du virus et les mesures à prendre pour se protéger. Par exemple, bien se laver les mains, porter un masque quand on a des symptômes et s'isoler pour éviter de contaminer les autres. On participe aussi à la sensibilisation communautaire.
par exemple en menant des campagnes de prévention dans les écoles, les milieux communautaires et les centres pour aînés. Pour la surveillance et soins, il est essentiel d'identifier rapidement les signes de détérioration, comme une difficulté respiratoire, une forte fièvre qui ne passe pas ou une déshydratation. Le suivi à domicile est important. Il faut évaluer l'état du patient, s'assurer qu'il prend bien ses antipyrétiques pour soulager la fièvre et qu'il boit suffisamment pour rester hydraté. Pour le soutien psychosocial, être à l'écoute du patient et de sa famille est primordial. On répond à leurs questions et on les soutient émotionnellement. On les informe aussi des ressources disponibles, comme l'aide à domicile ou la ligne d'info santé, pour qu'ils puissent obtenir un accompagnement adapté. S'agissant de la collaboration interprofessionnelle, enfin, il faut travailler en équipe avec d'autres professionnels de la santé, comme les médecins, les pharmaciens ou les travailleurs sociaux. On collabore aussi avec les organismes communautaires, comme le CLSC ou les pharmacies, pour assurer un suivi global et coordonné. Les formations disponibles pour les professionnels en soins. Beaucoup de formations et articles basés sur des données probantes sont disponibles pour les professionnels de la santé. De nombreuses formes telles que des magazines, des sites internet interactifs, des conférences, des articles scientifiques, ainsi que des sites de santé provinciaux et canadiens sont facilement accessibles. La plateforme l'ENA, environnement numérique d'apprentissage, est actuellement utilisée par plusieurs professionnels de la santé. Il s'agit d'une plateforme en ligne centralisée développée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Des formations peuvent être trouvées sur leur site et sont gratuites pour les employés admissibles. En conclusion, l'influenza est une infection virale courante mais potentiellement grave qui peut avoir des répercussions importantes sur la santé physique, psychologique et sociale, en particulier chez les populations vulnérables. Dans ce contexte, le rôle de l'infirmière est central. Elle contribue à réduire la propagation de l'influenza, à limiter les complications et à soutenir les patients dans toutes les dimensions de leur santé. Bref, l'engagement de l'infirmière est indispensable pour faire face efficacement à l'influenza.